Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour Ganu Seneweb qui reçoit aujourd'hui M. Abdou Fall, ancien ministre, ancien député. On devrait peut-être, pour être complet dans la présentation, dire depuis quelques jours, nouveau membre de l'APR. Mais tout à fait. Le problème dans cette nouvelle adhésion au parti du président de la République, c'est un peu cette appréciation que certaines personnes en ont faite, disant que vous avez dissous à l'intérieur de l'APR votre mouvement And Nawlé. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. J'ai décidé, en tant que j'ai indiqué que l'acte d'adhésion à un parti est un acte individuel, est un acte volontaire. Moi, j'ai décidé à tout à fait personnel d'adhérer à l'APR. Ce qu'il faut préciser, c'est que notre mouvement avait déjà scellé un accord de partenariat avec l'APR pour intégrer les organisations de la société civile qui accompagnent la coalition Macky 2012 et la coalition Bokk Yakaar. Donc, nous étions déjà une composante de la majorité présidentielle. Et nous restons composantes de cette majorité présidentielle, parce que le mouvement alternatif citoyen And Nawlé est un mouvement citoyen, donc apolitique. Il n'a pas vocation à la conquête et à l'exercice du pouvoir. Mais il est constitué de Sénégalais qui souhaitent apporter leur contribution à la marche de son pays dans le cadre d'activités citoyennes à la base, parce que notre conviction que le développement d'un pays, c'est certes l'affaire des États, mais c'est aussi l'affaire des citoyens. Et c'est le jour où le citoyen se sentira aussi responsable que les dirigeants, que véritablement que notre pays va connaître une accélération dans son processus de développement. Donc voilà un peu de la contribution de ce mouvement. Mais moi, Abdou Fall, j'ai décidé, pour des raisons personnelles, de reprendre mon activité politique que j'avais suspendue depuis que j'ai démissionné du PDS et du gouvernement le 31 novembre 2011, avant même que la candidature du président Abdoulaye Wade ne soit validée. C'est pourquoi vous récusez le terme de transhumant qui vous est collé dans cette démarche. Le concept de transhumance me paraît être un concept trop négatif. Historiquement, les partis ont fonctionné par absorption, fusion, intégration. Le président Senghor, entre 1951, lorsqu'il a battu le président Lamine Gueye aux élections législatives, et 1960, a changé 3 fois le nom de son parti. En 1951, il était BDS. Il a fait fusion avec l'UDS en 1956 pour créer le BPS. Il a fait fusion avec la SFIO, qui l'avait battu, pour faire UPS en 1958. Et en 1970, il est passé pour devenir PS, en intégrant également des cadres marxistes et d'autres horizons. C'est ça l'histoire politique du Sénégal. Et c'est ça l'histoire politique dans tous les pays du monde. Un parti politique est un corps vivant qui, à chaque étape de son évolution historique, se donne les moyens politiques, organisationnels, intellectuels et idéologiques de son évolution pour qu'il puisse élaborer les offres adaptées à ce contexte-là. C'est ça la politique. Alors, maintenant, ce qu'on appelle, c'est pourquoi d'ailleurs en France, j'aime bien Clémenceau, quand quelqu'un le rejoint, il dit c'est un converti. Quand quelqu'un le quitte, il dit c'est un traître. Ça c'est le débat politique. Aujourd'hui, c'est un peu les concepts de transhumance qui sont à l'ordre du jour. Mais franchement, ce qu'on même si on les suit sur ce débat, le transhumant, c'est celui qui quitte une position de faiblesse pour entrer dans quelque part pour en profiter. Mais moi, j'ai quitté l'activité militante. Je n'ai plus aucune activité politique militante depuis 2011. Depuis 4 ans, je n'ai plus d'affiliation partisane. Quand le pays évolue et que le président Macky Sall, au moment du débat sur la réforme de l'octroi de la présidentielle, lance un appel pour une concertation nationale qui dépasse les cadres politiques, ça se s'ouvre à la société civile et au mouvement citoyen, et qu'il nous est associé, mais écoute, pourquoi je ne répondrai pas à cet appel? C'est pourquoi vous parlez un peu de cette nécessité, après les batailles politiques, d'aller vers la construction nationale. Mais tout à fait, il faut qu'on distingue le temps de la compétition, donc de la politique, et le temps du travail. On a fait les élections présidentielles. On a élu un président qui a formé un gouvernement. On est allé aux législatives, on a élu une nouvelle assemblée. On est allé aux élections locales, on a élu les maires et les présidents de département.
Une nouvelle majorité s'est constituée dans ce pays à tous les échelons de pouvoir. On a configuré le Conseil économique et social sur une base qui reflète cette majorité nouvelle. Donc tous les organes de pouvoir sont dévolus. Mais maintenant, c'est le moment de passer au travail. Nous sommes dans des pays en construction où nous faisons face à des défis colossaux. Mais les Africains ne se rendent pas compte du retard que nous accusons dans la marche globale du monde. Je vous donne deux éléments. L'Afrique, avec 24% de la population mondiale, supporte 80% de la charge de morbidité pour les maladies microbiennes, parasitaires et virales. Et nos effectifs en termes de capacité de réponse ne représentent que 3% des effectifs mondiaux de santé. Voilà la situation sanitaire de l'Afrique. Prenons le secteur du transport. L'Afrique, avec 5% du parc automobile mondial, fait 16% des morts des victimes de la circulation, avec 5%. Mais voilà la situation. Alors, tu prends le secteur de l'éducation au Sénégal aujourd'hui. Nous avons 3 millions d'élèves dans le système formel, préscolaire, primaire, enseignement secondaire, enseignement moyen et université. 3 millions. Nous n'avons que 48 000 élèves dans l'apprentissage, la formation professionnelle et l'enseignement technique. Vous croyez qu'avec... Dans un pays où on a besoin de bras formés, donc nous avons un système qui fonctionne tel que les Français l'avaient laissé ici, quasiment, on ne l'a jamais restructuré pour l'adapter à nos problèmes de développement, et c'est pourquoi presque on a une école fabrique de chômeurs, et pendant ce temps, nous n'avons que des effectifs aussi réduits pour donner au métier à gens, parce qu'on ne peut pas régler, nous ne faisons aucune illusion, on ne peut pas régler la question de l'emploi des jeunes si on n'arrive pas à régler la question de leur qualification professionnelle. L'effort le plus systématique d'élaboration d'une nouvelle école, d'un nouveau modèle d'école, c'est au moment des États généraux de l'éducation et de la formation. C'est la première fois qu'on a évalué notre système pour proposer un nouveau modèle qui donne une place aux langues nationales et qui prépare au métier. Parce que nous ne faisons aucune illusion. Il n'existe aucun pays au monde où nous avons une population de licenciés et de docteurs. Ça n'existe pas. On pratique ce qu'on appelle la sélection-orientation. Ceux qui ont des aptitudes à l'érudition, on les accompagne pour qu'ils aillent le plus loin possible. Ceux qui ont des aptitudes manuelles, physiques, sportives, artistiques, on les identifie très tôt pour les y accompagner. Et en général, ils gagnent leur vie, mais en même temps, ils ont un niveau de culture générale qui permet que la société dans son ensemble connaît un niveau élevé de développement culturel, technique et scientifique. Et c'est comme ça que marche le pays. Alors, nous, on a un système qui fonctionne presque sur la tête. Voilà. Alors, on veut amener tout le monde à l'université, alors que la plupart, leurs capacités, voilà, leurs aptitudes, elles sont dans d'autres domaines. Donc, voilà, c'est toutes ces réformes. Donc, c'est pourquoi la question on ne peut pas avoir un système démocratique si on ne règle pas la question de la langue maternelle, qui est un facteur de discrimination et d'élimination extrêmement pernicieux. Et si on ne prépare pas aussi nos élèves au métier, à l'apprentissage des métiers. Et c'est pourquoi les États généraux avaient conçu ce qu'on avait appelé une école fondamentale à vocation polytechnique. Et c'est cette école qui devait reconstruire les bases de notre système. Notre système doit être revu dans ses structures, dans ses orientations et dans ses structures. Les deux sont Mais voilà les bons combats. Nous sommes à 27% de taux d'électrification rurale. Or, tout le monde sait que sans énergie, aucun pays ne peut se développer. Aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, nous n'avons pas réglé notre autosuffisance alimentaire. Tous les ans, c'est 726 milliards que nous perdons, qui quittent les poches des Sénégalais pour aller vers les poches des paysans des autres pays, pour le riz, la tomate, les produits laitiers, l'oignon. Voilà les bonnes questions. Et ce débat n'intéresse personne. Moi, c'est ça qui m'inquiète. On est prêt à vitupérer, à insulter, à traiter, à faire des jugements de valeur sur des d'honnêtes citoyens qui ont servi toute leur vie au service de ce pays. Nous, notre génération, si aujourd'hui il y a démocratie, mais si au prix de nos luttes et de nos sacrifices,
Mais je suis convaincu qu'avec le PSE, depuis les plans du père Lebré, avec le président Mamadou Dia, en 1962, c'est la première fois qu'on a une vision aussi cohérente d'un futur à construire ensemble. Qu'on soit d'accord avec certains aspects du programme Sénégal émergent, au moins on a une perspective claire. Et on s'est fixé comme priorité de régler la question de l'agriculture. Parce que la première condition de l'indépendance économique d'un pays, mais au moins c'est l'autonomie, l'autosuffisance alimentaire. En quoi Macky Sall vous semble différent de ce qu'on a connu comme président jusqu'ici? C'est le premier président né après les indépendances. Donc, il ne porte pas a priori de contentieux historique majeur. La deuxième chose, il a la chance d'être intervenu, d'avoir accédé au pouvoir dans un environnement démocratique. Voilà. Qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait connu avant 2000. Le Sénégal a beaucoup évolué, il y a une conscience citoyenne, il y a une opinion publique, voilà, les libertés ont été élargies. Aujourd'hui, personne ne peut plus manipuler les élections. Donc voilà, on a un système électoral fiable. Et on a également un mouvement citoyen qui pèse. Un troisième atout important, c'est que aujourd'hui, nos pays ont connu une masse critique très importante de cadres de très haut niveau. Parce que aussi, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est en élevant le niveau culturel, technique et scientifique du peuple qu'on se dote d'une masse critique d'hommes et de femmes capables de porter les changements dans un contexte d'un monde, voilà, qui bouge, voilà, où la science et la technique occupent une place importante dans le processus de développement. Sur la diminution ou non de son mandat, quelle est l'appréciation que vous faites globalement autour de cette question? Je reviens en politique, tu vois, je n'ai pas envie d'entrer sur les questions difficiles. Par les questions difficiles. Voilà, non, c'est vrai. Mais maintenant, à titre tout à fait personnel, hein, moi, j'ai été très surpris quand je l'ai entendu annoncer. À l'époque, ça ne me paraissait pas du tout, honnêtement, pertinent. Hein. Comment vous avez apprécié l'accueil qui vous a été réservé? Ah non, ça a été un accueil très, très, très enthousiaste, autant au niveau de la base. Parce que bon, voilà, je pense qu'à Thiès, par exemple, j'ai enregistré des réactions très, très, très positives des responsables, des militants, et comme dans l'opinion d'ailleurs, au niveau local. Je ne suis plus un leader local hein, qui est dans... Voilà, bon, voilà, franchement, nous, aujourd'hui, je reprends mon statut de leader national. Maintenant, je serai présent aussi sur le terrain, hein. Bon, la bataille de Dakar, je vais y participer comme je vais participer à la bataille de Thiès. Je pense quand même qu'il faut que le président et le parti présidentiel reconquièrent les positions qui sont les leurs dans ces villes, qui sont des villes très importantes. Les responsables m'ont fait l'honneur de me coopter dans le secrétariat national du parti et je trouve que c'est un acte de confiance très, très, très fort et nous nous attacherons à tout faire pour mériter cette confiance-là. En quoi le parti du président Macky Sall vous semble meilleur que les autres que vous avez connus auparavant? Bon, je ne pose pas les thèmes. Vous savez, un parti, c'est quoi? Un parti politique, il naît, se développe, dépérit et meurt en fonction de son aptitude à donner les réponses appropriées aux problèmes majeurs que les citoyens se posent à des étapes déterminées de l'évolution de leur société. Quand tu as de bonnes offres politiques, tu as de bonnes réactions citoyennes et le parti prospère. Quand tu fais des offres politiques décalées par rapport aux attentes citoyennes, le parti meurt et dépérit. Votre profil de politique chevronné peut aider à éviter à l'APR un peu ce processus naturel de naissance, croissance et mort après d'un parti politique. Ah non, non, mais écoute, il se renouvelle, un parti doit pouvoir développer la capacité de se renouveler. Alors c'est pourquoi d'ailleurs, c'est ça le génie du président Senghor. Et c'est de ce point de vue que le président Wade a connu un ratage. Si Senghor a pu réussir cette longévité, c'est parce qu'à chaque fois, il a pu renouveler son offre politique. Et il a toujours su s'enrichir d'apports de forces extérieures qui lui ont permis de donner un nouveau souffle et un nouvel élan à son parti.
Nous reviendrons pour apprécier. Je vous remercie, M. Abdou Fall, d'avoir été l'invité de Gamou Seneweb aujourd'hui. Et donnons rendez-vous à nos téléspectateurs dans quelques jours. Merci bien.